On applaudit l'entrée de l'artiste. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Permettez-moi aussi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui est devant nous. Et c'est toujours avec plaisir que je viens à Marseille. Il faut dire que les propos du président sont plus gênants pour moi que pour lui, parce qu'il m'oblige à être performant. Et cette année, c'est très compliqué, parce que si j'étais Zidane, il faudrait que je vienne avec le ballon. Si j'étais Bocuse, il faudrait que je fasse moi-même la cuisine. Et si j'étais Mozart, il faudrait aussi que je fasse l'interprète et le compositeur. Parce qu'il faut le dire, dans la loi de finances de cette année, il y a assez peu de choses qui vont directement concerner vos cabinets, parce que, comme vous le savez, la situation de notre pays sur le plan budgétaire n'est pas différente de celle qu'on avait pu constater au cours des années qui précèdent. Et dans ces conditions, c'est assez illusoire de considérer qu'on puisse encore apporter des réductions au crédit d'impôt, bien que on a quand même le CICE, qui constitue une dépense publique importante, et que donc peu d'espoir sur les avantages fiscaux. D'autre part, on constate que les contribuables considèrent que la pression fiscale dans notre pays est suffisante, quelquefois même excessive, et qu'il y a assez peu aussi de chances qu'on puisse aggraver, augmenter les impositions. On est donc dans une situation que j'appelle de stabilité législative, de stabilité des prélèvements pour les années qui viennent, et donc on ne peut pas attendre de grandes réformes. Cela dit, il y en a néanmoins une que l'on va évoquer, qui est celle de l'impôt sur le revenu, et notamment le fait que bon nombre de contribuables sont sortis de l'impôt sur le revenu. Mais c'est la suite de ce qui a déjà été appliqué au revenu de 2013, puisque en septembre dernier, certains contribuables se sont vus exonérés d'impôt sur le revenu par un mécanisme retenu dans la loi de finances rectificative appliquée, et dont on a aujourd'hui une conséquence, c'est la suppression de la tranche à 5,50. Sans que cela d'ailleurs s'accompagne d'un accroissement d'impôts pour les autres catégories de contribuables. L'idée, c'est que ce soit une totale stabilité pour les autres. Et donc on a modifié quelques aspects, et notamment une question que j'évoquerai, qui est celle de la décote, qui pour la première fois est différente entre les personnes seules et les couples. Et puis, il y a une deuxième idée dans cette loi de finances, dans cette période de stabilisation. J'allais dire, il faut stabiliser ce qui était instable. On a eu du mal, pour certaines réformes, de pouvoir les asseoir définitivement. Et je prendrai l'exemple de tout à l'heure, de la réforme des plus-values sur terrain à bâtir, où il a fallu en fait 3 ans pour arriver à un résultat qui est assez proche de ce qui était il y a 3 ans. Et donc, c'est une affaire importante, mais de stabilisation. Et puis, il y a un certain nombre de dispositions qui sont retenues dans cette période, qui ne sont pas issues de l'imagination de Bercy, mais qui sont tout simplement le fait de devoir adapter notre législation à l'environnement européen. Il s'agit d'abord de la jurisprudence communautaire qui fait qu'un certain nombre de dispositifs doivent être modifiés, adaptés, ou encore de réglementation européenne, de directives européennes qu'il convenait de retenir dans notre législation. Et nous en verrons un certain nombre, que ce soit le régime de l'intégration fiscale horizontale, ou encore le régime familial qui subit quelques petites modifications. Et puis, il y a toujours dans notre période un certain nombre de dispositifs qui renforcent la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Chaque année, diverses mesures sont retenues. Encore cette année, on reviendra sur la question des modalités retenues pour lutter contre la fraude à la TVA, par 2 mécanismes, sur notamment les véhicules d'occasion, ou encore l'utilisation abusive du régime simplifié d'imposition en matière de TVA. Et un renforcement du droit de communication de l'administration, et aussi
certaines mesures qui sont retenues en matière de transfert de bénéfices à l'étranger. Donc on voit bien que toutes ces règles que je vais évoquer les unes après les autres, en essayant d'être le plus synthétique possible, et quelquefois en illustrant mon propos de jurisprudence ou de situation actuelle d'optimisation ou même de difficulté d'application. Alors, si vous voulez bien, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire commencer par l'impôt sur le revenu, puis ensuite m'intéresser aux entreprises, en essayant de suivre, je dois le dire pour la première fois, avec une petite tête, un petit programme que on m'a proposé de manier moi-même. Alors, je pense que je peux y arriver. Si à un moment quelconque, ça défilait trop vite ou pas assez, vous m'excuserez. Alors, je voudrais d'abord commencer par l'impôt sur le revenu, comme je vous l'ai dit, c'est la question du barème. 2 ou 3 sujets là-dessus. Le barème, suppression de la tranche à 5,5. Les autres tranches ont été adaptées, mais on a toujours le taux de 14, 30, 41 et 45. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'il est nécessaire, dans un tel cas, d'avoir des mesures dites d'accompagnement, d'harmonisation, de coordination, et donc dans le texte du CGI, il y a bon nombre de dispositions qui sont de simples mesures de coordination. Mais j'évoquais la question de la décote. La question de la décote, vous le savez, c'est l'entrée progressive dans l'impôt sur le revenu pour éviter les effets de seuil des contribuables et des revenus relativement modestes. Et jusqu'à maintenant, nous avions une décote générale qui s'appliquait à l'ensemble des foyers fiscaux sans que l'on tienne compte de leur composition. Et bien désormais, on a 2 décotes. Une décote pour les célibataires, veufs et divorcés, qui est de 1135 €, et une décote pour les couples, c'est-à-dire les personnes qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, avec un foyer fiscal de personnes mariées ou pacsées, qui est de 1870 €. On va voir la différence entre les 2 situations. Dans le passé, quand on avait un impôt sur le revenu, par exemple, de 900 €, eh bien, le montant de la décote était identique, quelle qu'était la composition de la famille. Eh bien, en appliquant ce nouveau dispositif, on constate que lorsqu'on est célibataire, on a un impôt de 900 € à payer, on aura 1135 moins 900, c'est-à-dire 235 de décote, ce qui fait que le montant de l'impôt sur le revenu à payer, ce sera 665. Alors que si on est marié, 1870 moins 900, ça fait 970. 970, c'est inférieur, ou plutôt supérieur aux 900, donc le contribuable, le couple, sera non imposé. Donc on voit bien une différence très notable entre les situations des familles et les situations des personnes seules. C'est un avantage que vont constater de manière assez importante les familles qui ont des impôts qui ressortent du barème relativement modestes et en toute hypothèse inférieurs à 1870 pour un couple, c'est déjà un montant significatif. Sur le reste, on augmente le plafonnement des effets du quotient familial et vous savez que ce plafonnement des effets du quotient familial avait fait l'objet d'une forte réduction au cours des 2 années qui précèdent, puisqu'on était parti de 2336, puis on était revenu à 2000, puis on était revenu l'année dernière à 1500 €, comme vous le savez. Simplement, on augmente ce seuil de 0,5%, c'est pas ça qui est significatif, ce sera 1509 € ou 1500. Ce qui est plutôt à souligner, c'est que le mouvement de réduction de ce fameux plafond s'est interrompu. On aurait pu imaginer, vous vous souvenez, qu'on continue à diminuer le plafond de manière avec en perspective à avoir éventuellement l'application de la fameuse retenue à la source sur l'impôt sur le revenu. Étant observé qu'il est plus facile d'instaurer la retenue à la source sans quotient familial, bien que ce ne soit pas une obligation, qu'avec un quotient familial. En réalité, ce mouvement de réduction du plafonnement s'est interrompu et donc, sans doute, on va encore attendre quelques temps avant d'évoquer peut-être la question de la retenue à la source. Sur l'autre affaire de ce plafonnement des effets du quotient, vous avez la question des personnes qui rattachent leurs enfants mariés ou chargés de famille et la question des pensions alimentaires qui sont versées aux enfants majeurs.
Vous savez que lorsque on a des enfants majeurs, on peut bien les rattacher au foyer fiscal sur option de leur part et conjoint, ou bien au contraire, déduire une pension alimentaire. Vous observez que le montant de cette déduction, de cette pension alimentaire, est de 5 726 €. Cette somme ne provient pas de rien. En réalité, il s'agit d'un calcul qui a été fait dans le passé, qui consistait à dire quel est le montant X qui, multiplié par le taux marginal de l'impôt sur le revenu, 45%, égale le plafonnement des effets du quotient familial. Si on avait appliqué ce dispositif aux 1 509 € ou 1 500 € l'année dernière, quel est le montant qui multiplié par 45% égale 1 500, vous observeriez qu'on est en deçà de 3 000 €. La conséquence, c'est que les familles ont intérêt à verser des pensions alimentaires lorsqu'ils sont imposés à 45% ou même à 40% ou quelquefois même à 30%, plutôt que de rattacher leurs enfants majeurs à leurs foyers fiscaux. L'année dernière, bon nombre d'entre vous ont fait ce choix, ont apprécié dans le logiciel de la DGFiP quelles étaient les conséquences de la pension alimentaire ou bien du rattachement de la demi-part. Quelquefois, l'enfant c'est une part, ça change tout. Eh bien, en faisant ce choix, on dit ah, ben, je préfère déduire la pension alimentaire. Une petite observation que je voudrais vous faire, c'est que pour déduire une pension alimentaire, encore faut-il l'avoir versée. Et qu'on ne peut pas, ce n'est pas un choix de dire je rattache ou je déduis une pension alimentaire, c'est si j'ai versé une pension alimentaire, je peux effectivement déduire la pension alimentaire. L'administration fiscale a bien entendu la même réaction que vous, et bon nombre de contribuables se sont fait alerter pour demander les justifications de la fameuse pension alimentaire, ont constaté qu'elle n'avait pas été versée et que par conséquent on retombait dans le régime de droit. Donc il s'agit là d'une question qui sans doute est mieux traitée désormais puisqu'on a le passé, mais néanmoins c'est une question importante. Voilà ce que l'on peut dire sur les quelques observations. Une observation pour vous, c'est que les augmentations de 0,5% de divers plafonnements que j'ai évoqués ne concernent pas les régimes d'imposition des très petites entreprises, c'est-à-dire le régime de l'auto-entrepreneur ou du micro ou même du réel simplifié. Pourquoi? Parce qu'on avait vu l'année dernière que pour ces seuils, on allait les actualiser uniquement tous les 3 ans et non plus chaque année. Et donc, comme on l'a fait l'an dernier, on a encore 2 années avant cette actualisation. En ce qui concerne le quotient familial, dans la loi de finances rectificative, il y a une question qui concernait les non-domiciliés fiscaux en France. Vous savez que les non-domiciliés fiscaux en France sont imposables en France sur le revenu de source française ou sur la valeur de leur habitation, si ceux-ci en disposent d'une ou plusieurs. Quand on est non domicilié en France, on a un avantage. On est imposable en France que sur ses revenus de source française. On a un inconvénient, c'est qu'on ne bénéficie pas des avantages qui sont réservés aux personnes domiciliées fiscaux en France. Ça, c'est une première conséquence, et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Schumacher, qui considère que les non-résidents qui perçoivent dans un pays, et c'est une jurisprudence communautaire, par conséquent, j'utilise le mot pays, qui perçoivent dans un pays les revenus les plus importants, eh bien, ils doivent être considérés dans ce pays comme étant des résidents. Ce qui veut dire qu'il y a des non-résidents qui doivent obtenir les avantages fiscaux qui, en principe, seraient réservés aux résidents. Cela dit, ces non-résidents, lorsqu'ils sont imposables en France, on leur applique à leurs revenus de source française le barème progressif de l'impôt sur le revenu et on leur applique le quotient familial quand bien même leur famille est située en Allemagne. Eh bien, on s'était interrogé, ou jamais interrogé pour être plus précis, sur la question de savoir si pour les non-résidents, il convenait de leur appliquer le plafonnement des effets du quotient familial. Ça peut se concevoir. Il y avait assez peu de non-résidents, le revenu de source française était relativement modeste, et le plafonnement était relativement élevé. Donc la question concrètement ne se posait pas, mais avec un plafond à 1 509 €, on voit bien qu'elle s'est posée. Et bien dans la loi de finances rectificative, on a décidé d'appliquer aux non-résidents le même plafonnement que pour les résidents. Et puisqu'on parle des non-résidents, je voudrais dès maintenant indiquer qu'une disposition de la loi de finances rectificative, là encore, prévoit que pour les non-résidents, les résidents d'un pays de l'Union européenne
ou de l'espace économique européen, ceux-ci n'ont plus l'obligation, à partir de maintenant, de devoir avoir une représentation fiscale en France, que ce soit d'ailleurs des personnes physiques ou que ce soit d'ailleurs les entreprises. Cela est issu du jurisprudence communautaire qui avait sanctionné une disposition portugaise qui imposait cette représentation fiscale. Celle-ci est désormais supprimée dès les prochains revenus, dès les revenus de 2014 pour les personnes physiques et les résultats des exercices 2014 pour les personnes morales ou les entreprises. Voilà ce que l'on peut dire. Quand on regarde un peu sur le revenu, un certain nombre de questions peuvent se poser. Évidemment, la première question, celle du foyer fiscal, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on veut bien le dire. Bien, tout cela sera à peu près pré-rempli, mais quand on est en couple, on ne sait jamais si on a une ou plusieurs impositions de foyers fiscaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quelles sont les personnes que l'on peut considérer à la charge, les enfants, quelles sont les personnes qu'on peut considérer comme recueillies, quelques jurisprudences prises sur ce plan, et puis une question des pensions alimentaires. Les pensions alimentaires, c'est un débat quasi permanent avec l'administration fiscale, et il y a quelques jurisprudences qui peuvent surprendre, mais qui sont utiles quelquefois à rappeler. C'est notamment une jurisprudence concernant un ex-époux qui verse spontanément à son ex-épouse une pension alimentaire. Et pour que celle-ci puisse mieux entretenir leurs enfants communs. Cet ex-époux déduit sa pension alimentaire de ses revenus, et l'administration rejette la déductibilité au motif que c'était une pension versée spontanément et qui ne répondait pas à une obligation. Et la Cour administrative de Bordeaux valide la position administrative en disant que cette pension versée spontanément n'est rien d'autre que l'application de l'obligation d'entretien des enfants prévue par le Code civil et qu'en aucun cas cela est déductible. Mais il peut y avoir quelques surprises dans certains domaines. Notamment aussi, vous avez une plus favorable, une décision du Conseil d'État concernant le versement d'une pension alimentaire par une personne à ses ascendants, après que ceux-ci leur aient fait donation de leur bien. Et donc l'administration se dit, bien, comme il y a eu donation, c'est-à-dire que la situation de difficulté, de besoin des ascendants a été constatée à la suite de la donation, eh bien je considère que la pension n'est pas déductible. Le Conseil d'État a invalidé la position de l'administration fiscale en considérant que l'on doit apprécier la situation de besoin au moment où la pension est versée et non pas s'interroger sur les motifs pour lesquels cette situation de besoin a pu intervenir. Le Conseil d'État est quand même assez prudent. Il a dit qu'il faut quand même regarder éventuellement s'il n'y a pas de fraude à la loi, mais la fraude à la loi mettrait en œuvre ce qu'on appelle l'abus de droit, et pour des affaires de cette nature, c'est peut-être un peu excessif. Voilà quelques observations. Il y en a d'autres sur l'impôt sur le revenu, mais on ne peut pas faire le tour de toutes les questions. Les étudiants aussi me posent quelquefois, vous posent quelquefois des interrogations, parce qu'ils ont des revenus différents. Ils ont d'une part des bourses qui sont exonérées, ils ont d'autre part des indemnités de stage. On est dans une école, je suppose qu'il y en a, qui sont exonérés, mais à condition que ces stages soient moins de 3 mois, qu'ils soient prévus et obligatoires dans les programmes obligatoires. Ces 3 conditions étant remplies, une exonération de 3 mois. Puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les travaux de vacances, c'est-à-dire le fait que l'on puisse, sur option, bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu sur les travaux que l'on fait, soit pendant les vacances, soit pendant les années scolaires et universitaires, dans la limite de 3 fois le SMIC. C'est une option, et on peut s'interroger pourquoi une personne, moins de 25 ans, puisque ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont concernés, ne souhaite pas opter pour une exonération d'impôt sur le revenu. Eh bien, ils peuvent ne pas le faire, ou ils pourraient ne pas le faire, notamment pour pouvoir percevoir la prime pour l'emploi. C'est une façon de vous dire que la prime pour l'emploi est supprimée dans la loi de finances rectificative. Voilà ce que l'on peut indiquer. Alors, j'en arrive à quelque chose que vous aimez bien en général, c'est la question des crédits d'impôt. Alors, les crédits d'impôt, c'est le premier crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt pour transition énergétique. L'année dernière, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la simplification.
du régime du crédit d'impôt concernant l'amélioration de la qualité environnementale. On avait dit l'année dernière qu'à compter du 1er janvier 2014, on n'aurait plus que 2 taux de crédit d'impôt, 25% et 15%, au lieu des 10 taux qui existaient auparavant. On avait dit en même temps que pour obtenir le crédit d'impôt à 25%, il convenait que les contribuables aient réalisé 2 catégories de travaux éligibles à ce crédit d'impôt. On avait dit que ces 2 catégories de dépenses pouvaient être effectuées sur une ou plusieurs années pour les contribuables qui ne pouvaient pas, au cours de la même année, financer les 2 catégories. Et puis on avait dit aussi que pour les contribuables à condition modeste, c'est-à-dire des revenus inférieurs à 25 000 € pour une personne seule ou 35 pour un couple, donc pour ces personnes, il faudrait obtenir un crédit d'impôt, mais de 15% sur une seule catégorie de dépenses. Voilà ce qu'on avait dit. On avait dit c'est de la simplification. C'est vrai que c'était de la simplification, quand bien même le bouquet de travaux, comme on appelle, était un peu compliqué. Depuis le 1er septembre 2014, on a interrompu le régime antérieur pour lui substituer celui du crédit d'impôt concernant les dépenses en faveur de la transition énergétique. Sur le fond, ce sont les mêmes dépenses qu'avant. C'est le nom qui a changé. Certes, on y a ajouté 3 catégories de dépenses. La première, ce sont les appareils qui individualisent les frais de chauffage et d'eau chaude dans les immeubles collectifs. Le second, ce sont les systèmes de charge des véhicules électriques. Ce n'est pas une dépense courante. Et puis, une troisième, mais c'est simplement dans les départements d'outre-mer, des dépenses qui vont pouvoir protéger nos concitoyens du rayonnement solaire. Ils ont beaucoup de chance d'être dans cette situation. Et donc, alors, quand on a dit cela, on se dit le problème, c'est le passage du régime simplifié de l'année dernière au régime encore plus simplifié de cette année, puisqu'on n'a plus qu'un seul taux de crédit d'impôt de 30% et qu'il n'y a plus de bouquet de travaux. Alors simplement pour l'année de transition, qui est celle de 2014, vous allez avoir des contribuables qui auront fait des dépenses entre le 1er janvier et le 30 septembre, et qui peut-être en feront du 1er septembre au 31 décembre. Pour la première partie, ils auront 25%. Et pour la seconde partie, ils auront 3%. Mais s'ils ne font pas de travaux entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014, ils n'auront pas les 25% parce qu'ils n'auront pas fait le bouquet de travaux qui était le régime applicable au moment de leur première dépense. Ces mêmes contribuables pourront en 2015 éventuellement faire les travaux complémentaires, faire la deuxième catégorie de travaux, et dans ce cas, en 2015, ils auront les 30% de crédit d'impôt et les 25% de 2014 qui seront confortés par la réalisation de ces travaux. Donc vous voyez que cette disposition de simplification, elle l'est pour plus tard, mais l'année 2014 et même 2015, elle pose un petit problème de suivi. Je rappelle que ce crédit d'impôt concerne les dépenses payées au cours de l'année, et donc pendant les périodes visées, et sous réserve évidemment que les travaux aient été effectués. Donc il y a 2 conditions, travaux effectués et dépenses payées pour ce taux unique. Voilà ce que l'on peut dire sur ce crédit d'impôt transition énergétique. On peut rapidement indiquer qu'il y a des réductions d'impôts concernant les dépenses d'aide aux personnes. Il y a 2 catégories. Les dépenses qui concernent l'installation des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées handicapées, qui pour cette catégorie de crédit d'impôt, la modification résulte simplement de l'allongement de la période jusqu'au 31 décembre 2017, et puis une seconde catégorie de crédit d'impôt qui est celle qui concerne les plans de prévention des risques technologiques et pour lesquels le plafond qui était de 10 000 et 20 000, 10 000 pour une dette sociale et 20 000 pour un couple, est homogénéisé à 20 000 pour tout le monde, c'est-à-dire que les personnes seules bénéficient d'une petite majoration par rapport à leur situation antérieure. Mais sinon, il n'y a pas de particularité. Il y a, puisqu'on parle de crédit d'impôt, un crédit d'impôt, vous savez que tous ces crédits d'impôt et réductions d'impôt entrent dans le plafond général des 10 000 €. Je n'en parle pas, mais il est évidemment désormais inscrit dans notre législation, il n'est pas modifié. Simplement,
il est saturé principalement par deux crédits d'impôt. Le crédit d'impôt dont on va parler dans quelques instants sur l'investissement immobilier locatif, et le second crédit d'impôt, c'est souvent les salariés à domicile. Alors, la Cour administrative de Marseille a eu à traiter d'un sujet particulièrement intéressant, puisqu'il s'agissait d'un monsieur qui avait considéré qu'il souhaitait obtenir un crédit d'impôt pour utilisation de salariés à domicile concernant son conjoint. Il avait considéré que son conjoint pouvait être rémunéré, ce qu'il faisait, qui était déjà une première erreur, puisqu'on peut avoir la prestation en général gratuite, mais là, il avait préféré rémunérer le conjoint et souhaitait obtenir ce crédit d'impôt. Et la Cour de Marseille ne l'a pas accepté. Alors c'est intéressant, parce que tout le monde sourit, mais je fais un peu par provocation. Ce n'est pas la première fois qu'un conjoint rémunère son conjoint. C'est même tous les jours dans les entreprises que cela existe. Simplement, et donc ce n'est pas interdit de rémunérer son conjoint. C'est même recommandé quand celui-ci effectue un travail effectif. Simplement, pourquoi la Cour de Marseille a-t-elle considéré que ce contribuable ne pouvait pas obtenir de crédit d'impôt? C'est parce qu'on ne peut pas obtenir un crédit d'impôt quand la dépense sur laquelle elle est adossée constitue un revenu du foyer fiscal. Et donc, si on traduisait ce que je viens de dire, à supposer que l'époux ait utilisé son conjoint pour faire des travaux à domicile et qu'il ne soit pas dans le même foyer fiscal, le crédit d'impôt aurait été tout à fait autorisé. Pour qu'il ne soit pas dans le même foyer fiscal, il eût fallu qu'ils ne vivent pas sous le même toit et qu'ils soient séparés de biens. Et dans ce cas, vous voyez que ce n'est pas une question d'époux ou de conjoint, c'est une question de foyer fiscal, où se trouvent quelquefois les difficultés. Puis on a un arrêt très différent, récent, où le mari travaille en Arabie Saoudite et son épouse est à Paris. Donc, marié sous un régime de séparation, chacun pense, quand je raconte cette histoire, que normalement, ils ne vivent pas sous le même toit. Et que par conséquent, ils forment de foyers fiscaux, ce que d'ailleurs revendiquaient les époux concernés. Simplement, là, le Conseil d'État a raisonné différemment. Il a dit, les époux ne vivent pas sous le même toit de manière temporaire. Et pourquoi c'est de manière temporaire? Parce que l'entreprise qui utilisait l'époux comme salarié prenait à sa charge les frais de déplacement pour que celui-ci revienne voir sa femme. Et voilà comment il faut analyser avec beaucoup de prudence les jurisprudences de cette question du foyer fiscal. Mais je reviens aux réductions d'impôts, et j'en ai évoqué une qui est c'est la réduction d'impôts concernant les souscriptions au capital de PME. Ce sera donc un petit rappel, ce n'est pas les modifications qui sont importantes, mais vous savez qu'il y a deux réductions d'impôts en matière de souscription au capital de PME, la réduction impôt sur le revenu, qu'on a l'habitude d'appeler Madelin, et la réduction d'impôt impôt sur la fortune. L'une est de 18%, l'autre est de 50%. Quand on regarde les conditions d'application de ces deux réductions d'impôt, elles concernent deux catégories de PME qui ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il s'agit de la réduction d'impôt sur le revenu, il s'agit d'une petite PME à 50 salariés, à 10 millions de chiffre d'affaires et 10 millions de bilan. Et surtout, une PME de moins de 5 ans en phase d'amorçage ou de démarrage. Ce qui fait que la réduction d'impôt que vous aviez utilisée dans le passé assez largement en cas de souscription au capital de vos entreprises PME a disparu de la circulation pour vous. Mais en matière de réduction d'impôt ISF, la PME dont on parle, c'est celle d'hier, c'est-à-dire la PME à 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires et 40 ou 43 millions de bilan, sans qu'elle soit en phase de démarrage ou d'amorçage, c'est-à-dire que c'est la règle générale. Là-dessus, on y a apporté quelques adaptations. 3 adaptations qui avaient été apportées. La première, c'est que pour bénéficier des réductions d'impôt, que ce soit l'une ou l'autre, il ne fallait pas que la société ait pratiqué des remboursements d'apports dans une période qui précède des 10 ans qui précèdent.
Deuxièmement, on disait qu'il faut qu'il y ait à la clôture d'exercice qui suit la souscription au moins 2 salariés dans la société concernée. Et troisième condition, que la société en cause ait moins de 50 associés ou actionnaires. Alors, sur ces 3 conditions, quelques modifications. La première, c'est par dérogation au remboursement des apports dans les 10 ans qui précèdent, il y a une disposition qui maintenait à 5 ans pour les entreprises dites solidaires, à condition que l'agrément ait été obtenu pour les qualifier de solidaires avant le 31 décembre 2012. Dans la loi de finances, on supprime pour les entreprises solidaires la condition de l'agrément avant 2012. Autrement dit, toutes les entreprises solidaires aujourd'hui, quelle que soit la date à laquelle elles ont obtenu l'agrément, relèvent de la règle dérogatoire la plus favorable du non-remboursement des apports dans le délai de 5 ans et non pas 10 ans. Et dans la loi de finances rectificative, en ce qui concerne les souscriptions au capital de sociétés holding et holding pure, pour ces souscriptions au capital de sociétés holding pure, on supprime la condition d'avoir 2 salariés à la clôture d'exercice qui suit la souscription, et on supprime la condition d'avoir moins de 50 associés ou actionnaires, et ce, à compter du 1er janvier 2015. Pour cette deuxième catégorie de réduction d'impôt, vous voyez bien qu'il s'agit là de défiscalisation. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, ayant créé ces 2 conditions qui rendaient inapplicable la constitution de sociétés qui allaient rechercher de l'épargne, vous et moi, pour qu'ensuite on fasse des investissements dans des PME éligibles, eh bien les conditions des 2 salariés étaient difficiles à respecter et on revient à la case départ, si je puis m'exprimer ainsi. Et j'en arrive à la réduction pour investissement immobilier locatif, Pinel. L'investissement locatif dans notre pays, vous le savez, est aidé fiscalement depuis 1983, sans interruption aucune. Ça veut dire qu'on connaît bien le mécanisme. Simplement, le mécanisme n'a pas toujours été de même nature. Il y a des mécanismes qui étaient des amortissements, et les mécanismes d'amortissement, vous continuez à les constater dans certaines des déclarations de vos contribuables, et notamment encore du Périsol, puisque le Périsol est allé jusqu'en 1996 ou 17 de mémoire, 22 ans plus tard, on est encore dans le Périsol. Et puis ensuite, on est passé, à partir de 2010, tout le monde est passé dans la réduction d'impôt, avec des montants plus importants, mais aujourd'hui, une réduction d'impôt qui était ramenée à 18% dans le régime du flot. Quelles sont les conditions? Les conditions, elles sont simples. 1, il faut donner en location à une personne qui fait du bien un immeuble d'habitation principale, résidence principale. 2, une durée de location. 3, un locataire qui a des revenus qui ne sont pas excessifs. Et 4, des loyers qui ne sont pas trop élevés. Le montant du revenu et le montant du loyer étant définis par décret et en fonction de la localisation des 10 immeubles et de la catégorie de ceux-ci. Et de surcroît, que le prix de revient au mètre carré de l'immeuble neuf vendu n'excède pas un certain montant qui est aujourd'hui de 5 500 €. Bien, ce mécanisme est connu. Ce qui est modifié, c'est que dans le régime du flot et avant, l'obligation de l'engagement de location était de 9 ans. Et c'était 9 ans. Dans le régime Pinel, c'est un assouplissement de ce dispositif où le propriétaire va pouvoir exercer son option pour un engagement de location soit de 6 ans, soit de 9 ans. On vous dit que ce choix est irrévocable. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Puis ensuite, on vous dit que, ayant choisi un engagement de 6 ans, le propriétaire pourra bénéficier d'une prorogation d'abord de 3 ans, puis encore une nouvelle fois de 3 ans. C'est-à-dire qu'il pourra obtenir 12 ans. Et dans le cas où il aura souscrit un engagement de 9 ans, il pourra bénéficier d'une prorogation de 3 ans. En réalité, on a 12 ans dans les 2 cas de figure. Dans le régime ancien, dans les régimes anciens, dont le Duflot, on avait 9 ans, point final, et dans le régime Pinel, on peut avoir 12 ans. Deuxième modification. La deuxième modification, c'est à qui peut-on louer?
Vous savez que dans ce régime, il était interdit de donner en location à des ascendants-descendants, et lorsque l'immeuble était acquis par une société civile immobilière de gestion, il était interdit de donner en location aux associés, mais aussi aux ascendants-descendants des associés de la société civile immobilière. Eh bien, cette disposition est supprimée dans le régime Pinel. Autrement dit, on peut donner en location désormais aux ascendants-descendants et aux ascendants-descendants des associés de la société civile immobilière. Cette question, évidemment, on a toujours eu des difficultés à la traiter, puisqu'on est dans un régime d'incitation à l'investissement immobilier pour faire que les loyers ne soient pas trop élevés. Donc on voit bien que le risque qui est attaché aux locations aux ascendants-descendants, c'est de faire que les loyers ne soient pas suffisamment élevés. Donc, et quand on sait qu'en matière de revenus fonciers, l'administration ne peut pas redresser les valeurs locatives ou les montants des loyers, sauf si celles-ci étaient honnêtement insuffisantes ou notoirement insuffisantes, on voit que ce problème pourrait éventuellement un jour ou un autre revenir sur la table, on verra. Alors sur le reste, on vous dit que les avantages fiscaux sont modulés. Ils sont modulés, c'est-à-dire quel est le montant de la réduction d'impôt. Lorsque on s'est engagé pour 6 ans, le montant de la réduction d'impôt est de 12%, réparti sur 6 ans, ce qui fait 2% par an. Lorsqu'on s'est engagé pour 9 ans, la réduction d'impôt est de 18%, c'est-à-dire 2% par an. Si maintenant, je regarde les périodes de prorogation, si je me suis engagé sur 6 ans, je suis prorogé de 3 ans, et cette première prorogation de 3 ans me donne une réduction d'impôt de 6%, c'est encore 2% par an. Et sur la prorogation de 9 à 12 ans, dans les deux cas de figure, c'est 3% de réduction d'impôt, c'est-à-dire 1% par an. Quand je regarde, sans aller trop vite, ce que je viens de dire, je ne trouve aucun avantage à m'engager pour 9 ans, puisqu'à tout moment, 6 ou 9 ans, j'ai le même montant de réduction d'impôt, puisque c'est réparti sur la durée de l'engagement. 2% par an sur 9 ans et 1% après. Simplement, quand on regarde un peu dans le détail, on se dit que la réduction d'impôt peut être remise en cause. C'est un principe. Et la remise en cause, elle s'effectue lorsqu'on n'a pas respecté les engagements de location. Et imaginons qu'après 7 ans et demi, le propriétaire ne respecte pas son engagement de location à titre de résidence principale. Et donc, dans ce cas, que se passe-t-il? Premier cas de figure, je me suis engagé sur 9 ans. Eh bien, comme je me suis engagé sur 9 ans et que je n'ai pas respecté les 9 ans, tout ce que j'ai obtenu auparavant, c'est-à-dire les 7 années et 14%, eh bien, ils sont perdus. Il faut les restituer. Je me suis engagé sur 6 ans. Eh bien, les 6 ans sont définitivement acquis et je perdrai, sur la deuxième période de l'engagement de 3 ans, je n'aurai pas respecté l'engagement de 3 ans et je perdrai une année de réduction d'impôt. Donc on voit bien, a priori, sauf s'il y a un élément qui ne me vient pas à l'esprit, qu'on a plutôt intérêt à se placer dans l'engagement de 6 ans pour voir après 6 ans ce que l'on peut faire, plutôt que de se placer d'emblée dans les 9 ans avec le risque de ne pas pouvoir atteindre le terme de ces 9 ans. Voilà ce que je peux dire, mais peut-être c'est-il des particularités. Alors, il y a des taux plus spécifiques que pour les départements d'outre-mer, plus importants, de 23-29%, et de ce point de vue, on a fait passer le Pinel outre-mer dans le plafond, non pas de 10 000 €, ce qui était le cas pour le PUFCO, mais dans le plafond global des avantages fiscaux de 18 000 €. Voilà les quelques observations qu'on pouvait faire sur le Pinel, et j'en vais à la question importante, celle des plus-values. Vous aimez les plus-values? Surtout quand elles sont exonérées. Eh bien, nous allons parler des plus-values sur terrain à bâtir. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit depuis 2 ans, dans la loi de finances pour 2013, on avait dit que les plus-values sur terrain à bâtir seront soumises à l'impôt progressif sur le revenu sans abattement du tout. Le Conseil constitutionnel avait considéré à l'époque que c'était excessif. Et donc a invalidé cette disposition. Pour la loi de finances 2014, donc, on est resté, je permets de faire cette retour en arrière, on est resté sur la règle
des abattements sur 30 ans, qui était celle d'avant la réforme des plus-values sur terrain à bâtir qui était proposée. Et avant la réforme des plus-values sur immeubles bâtis de 22 et 30 ans. Donc on est resté sur les 30 années d'abattement. Avec une précision, c'est que dans ce régime-là, les abattements étaient identiques en matière d'impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux. Entre-temps, en 2012, dans la séance 2013, on a décidé de créer une contribution de majoration exceptionnelle pour les plus-values supérieures à 50 000 €. Et avec une modification tous les 50 000 €. Et comme les terrains à bâtir devaient être plus lourdement imposés, ben on avait exclu de cette majoration exceptionnelle les terrains à bâtir. En loi de finances pour 2014. Là, on avait dit, bon, puisque le taux progressif était trop élevé, on va retenir le taux proportionnel de 19%, mais on ne parle pas d'abattement. Et là, le Conseil constitutionnel a une fois de plus retoqué le dispositif terrain à bâtir en disant qu'on ne peut pas déterminer le plus-value sans tenir compte d'abattement pour durée de détention. Une fois de plus, on était retoqué et les terrains à bâtir continuaient à rester dans le régime ancien des 30 ans. Et toujours sans la majoration de la contribution des plus-values supérieures à 50 000 €. Et dans la loi de finances pour 2015, et applicable dès le 1er septembre 2014, je veux dire là que le législateur a pris quelques risques, puisqu'il avait déjà été alerté 2 fois par le Conseil constitutionnel. Il a dit, bon, je pense que ça va passer. Il a quand même appliqué la loi avant que celle-ci n'ait été votée. Heureusement, elle n'a pas été soumise à la censure du Conseil constitutionnel. Et donc, depuis le 1er septembre, on a aligné le régime des plus-values sur terrain à bâtir sur le régime des immeubles bâtis. Ça veut dire des abattements pour durée de détention qui conduisent à l'exonération après 22 ans, en matière d'impôt sur le revenu, mais simplement après 30 ans en matière de prélèvements sociaux, et en soulignant que le montant des abattements de prélèvements sociaux, c'est en fin de période que ceci s'applique le plus, puisqu'après 22 ans de détention, il reste encore 72% d'assiette taxable aux prélèvements sociaux. Tout cela, donc ça on l'a mis pour les terrains à bâtir, comme c'est le cas pour les immeubles bâtis. Simplement, on n'a pas intégré les plus-values sur terrain à bâtir dans le champ d'application de la majoration des plus-values supérieures à 50 000 €. Et d'autre part, on a créé un abattement exceptionnel de 30% sur les plus-values sur terrain à bâtir, et cet abattement s'applique aussi bien à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. Il en résulte que non seulement ce n'est pas un alignement, mais que c'est un régime, au moins pour l'année 2015, plus favorable lorsqu'on cède des terrains à bâtir que lorsqu'on cède des immeubles bâtis. Alors qu'il y a 2 ans, on voulait faire systématiquement le contraire, l'inverse. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, simplement, qu'est-ce qui ressemble le plus à un terrain à bâtir qu'un immeuble bâti destiné à être démoli pour construire un autre immeuble? Eh bien, on a donc étendu l'abattement exceptionnel de 30% aux immeubles bâtis destinés à être démolis en vue de reconstruction, avec évidemment des engagements. L'engagement de faire des logements à la suite de cette démolition, que ces logements soient effectués dans un délai de 4 ans, et à défaut de respecter cet engagement, il y aura lieu de supporter une amende. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette amende est supportée par le cessionnaire, qui lui n'a pas respecté son engagement, alors que le régime de l'abattement n'est pas remis en cause pour le cédant. C'est une particularité de cette loi, mais voilà ce que l'on peut dire sur les plus-values immobilières, mais on peut aussi donner 2 informations supplémentaires concernant les exonérations des plus-values de cession des droits de surélévation, qui est reconduite jusqu'au 31 décembre 2017, dès l'instant que le cessionnaire de droits de surélévation s'engage à construire des immeubles d'habitation
dans un délai de 4 ans, et sinon, là encore, c'est le cessionnaire qui supporte l'amende de 25%, et puis une exonération concernant les plus-values des immeubles destinés au logement social. Cela était prévu lorsqu'il s'agissait de cession à des organismes de logements sociaux, les offices de HLM, les offices fonciers, et on l'étend aux investisseurs, aux opérateurs privés. Autrement dit, tout acquéreur d'immeubles et qui souhaiterait en faire des immeubles à vocation sociale, dès l'instant qu'ils obtiendraient un agrément de construction des immeubles sociaux, permettrait aux cédants de bénéficier d'une exonération particulière sur ces plus-values, et ça s'applique depuis le 1er septembre 2014. Voilà ce que l'on peut indiquer. Pour en terminer, si je puis dire, sur les plus-values minoritaires, je vais évoquer la situation des non-résidents, ce qui est dans la loi de finances rectificative. Pour les non-résidents, vous savez qu'il y a deux taux d'imposition. Le taux de 19%, qui est le nôtre, taux proportionnel, et qui est celui qui s'applique aux résidents de l'Union européenne et de l'espace économique. Et puis un taux de 33 tiers, qui est plus élevé. Sur ce taux de 33 tiers, le Conseil d'État a été amené à considérer qu'il était contraire à la liberté de circulation des capitaux. Et donc il a considéré qu'on ne pouvait pas l'appliquer. La loi de finances rectificative en tire les conséquences et fait qu'aujourd'hui, eh bien, les plus-values immobilières des non-résidents seront dans tous les cas taxées à 19% et plus jamais à 33 tiers. Il y avait une disposition qui prévoyait que pour les résidents des États et territoires non coopératifs, on aurait pu retenir un taux de 75%. Vous avez bien vu que 75% c'est trop cher et que le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition dans sa décision de décembre 2014. Le gouvernement a répondu, on verra ce qu'on fait pour l'avenir, comme on a dit, rien. Alors j'en arrive à quelque chose qui va davantage vous passionner, encore que l'immobilier vous passionne. C'est la question du rachat de titres par la société, rachat de ses propres titres, réduction de capital, non motivée par des pertes. Il s'agit là d'une modification profonde du régime d'imposition de ces opérations. Lorsque l'on parle de réduction de capital, on a tous appris que ces produits étaient considérés comme étant des revenus mobiliers. Produits considérés comme revenus mobiliers, sauf un cas où il était prévu dans l'article 112.6 du CGI que lorsqu'il y avait une réduction de capital en vue d'attribuer les actions aux salariés ou en vue d'exercer un autocontrôle, eh bien, on pouvait bénéficier du régime des plus-values. Donc on avait le régime de droit commun revenu mobilier et un régime dérogatoire limité dans son champ d'application qui traitait les problèmes comme étant des plus-values. Un contribuable est allé devant le Conseil d'État qui lui-même a posé question au Conseil constitutionnel, à savoir est-ce que les contribuables sont placés dans une situation d'égalité devant l'impôt quand, en fonction de la décision prise par la société, les conséquences fiscales ne sont pas les mêmes selon cette décision, alors que le produit est de même nature. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de juin 2014, du 20 juin 2014, a considéré que l'article 112.6, c'est-à-dire celui qui qualifiait plus-value ce qui était de droit commun dividende, était anticonstitutionnel. Comme c'était une opération qui remettait en cause certaines situations acquises, eh bien, le Conseil constitutionnel, sagement, a considéré que cet article 112.6 serait supprimé à compter du 1er janvier 2015, laissant ainsi la possibilité aux législateurs de traiter au fond le sujet. Et donc l'article 112.6, plus-value, continuait à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014, étant observé que le régime 2014, c'est bien celui des dividendes qui est le régime de droit commun. Je dis tout cela parce que beaucoup de personnes ont eu du mal à comprendre tout ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Alors, qu'a dit maintenant le législateur? Le législateur, il a traité, heureusement, le sujet au fond. Il aurait pu ne rien dire. S'il n'avait rien dit, que serait-il passé? Eh bien, on aurait été, dans tous les cas de figure, en revenu distribué, en revenu mobilier.
Eh bien, il se trouve qu'il a dit quelque chose, et qu'il a dit qu'il va retenir le régime des plus-values, et non pas le régime des revenus mobiliers. Donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2015, les réductions de capital non motivées par l'OPEP, eh bien, relèvent du régime des plus-values et non plus du régime des revenus distribués. Alors, il faut essayer d'en tirer les conséquences. Pour la société qui procède à cette réduction de capital, eh bien, il n'y a plus lieu pour elle de payer, par exemple, la contribution exceptionnelle de 3% sur les dividendes. S'il y a des associés qui sont des personnes physiques, eh bien, il n'y a plus lieu pour elles d'acquitter le prélèvement non libératoire, ni même les prélèvements sociaux, à la source. Et s'il y a des associés qui sont des non-résidents, il n'y a plus lieu d'acquitter la retenue à la source. Donc, pour la société distributrice, elle n'a pas de problème particulier. Pour les associés, là, c'est différent, évidemment. Les associés peuvent être de deux catégories. Soit ce sont des personnes physiques, soit ce sont des personnes morales. Si ce sont des personnes physiques, deux sous-divisions, si je peux dire, soit ils détiennent les titres dans le cadre de leur patrimoine privé, c'est-à-dire la gestion de leur épargne, soit ils les détiennent à titre professionnel. S'ils les détiennent dans le cadre du patrimoine privé, ils seront dans le régime des plus-values des particuliers, avec les abattements pour durée de détention, dont on va dire quelques mots dans quelques instants. Et s'ils les détiennent dans le cadre professionnel, ce seront des plus-values professionnelles. Donc on voit bien qu'il faudra regarder les choses de façon un peu précise. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple d'un expert comptable. L'expert comptable a une activité individuelle et il possède les titres d'un cabinet d'expertise comptable soumis à l'IS, la société anonyme expert comptable. Bien. Soit ces titres, il les possède à titre privé. Et dans l'opération, les plus-values qu'il va réaliser, ce seront des particuliers qui relèvent de l'article 150.01, avec les abattements pour durée de détention. Soit il les a inscrits au registre des immobilisations, parce qu'il considère que pour exercer son activité indépendante, avec le cabinet société anonyme, il est utile ou nécessaire qu'il en possède les titres. Et dans ce cas, lorsqu'il y aura cette réduction de capital, les plus-values relèveront du régime des plus des professionnels. Les professionnels, ce sera le long terme à 16%, avec une assiette qui sera égale à la valeur de remboursement et par rapport à la valeur d'acquisition, et sans abattement du tout. Pour le premier cas, évidemment, ce sera les abattements. Vous voyez que c'est très compliqué de savoir ce que l'on peut faire. On peut même imaginer qu'un expert comptable, qui aime bien faire des bilans alors que ce n'est pas nécessaire, puisse inscrire à son bilan les titres de la société anonyme et sans l'avoir porté au registre des immobilisations. Situation évidemment très intéressante sur le plan fiscal. On peut même imaginer que cet expert comptable ait envie, comme d'autres, de faire un apport de ses titres à une société holding. C'est à la mode. Les titres de la société anonyme. Alors là, on arrive dans une situation totalement inextricable, parce que si je fais un apport de titres qui sont inscrits à l'actif d'une entreprise, on va bénéficier d'un report d'imposition, mais avec l'article 151 octies B, avec les conditions que j'ai vues, le montant du report, c'est la valeur des titres, moins la valeur d'acquisition. Ou bien, je fais un apport de titres d'une société dont les titres ne sont pas inscrits à mon actif et je suis dans les plus-values des particuliers, et là, je bénéficie d'un report d'imposition qui est de l'article 150.0 B terre. Et le montant de la plus-value report, des deux plus-values report, n'est pas le même. Parce que le 0 B terre, on aura les abattements. Vous voyez bien que là, l'expert comptable est dans une situation compliquée, puisque dans un cas, sur sa comptabilité, c'est du professionnel, et que sur le document fiscal, c'est du particulier. Que faire? Demander à l'administration fiscale ce qu'il en est. C'est plus prudent dans une telle aventure. Même si le bilan que vous avez fait n'est pas un document comptable sur lequel l'administration peut regarder, puisque ce n'est pas un document pour un BNC. Mais enfin, passons. Vous voyez, tout cela, c'est une question passionnante. Alors, si je regarde maintenant, je vais revenir sur les plus-values sur l'immobilière.
Si ce sont des personnes morales qui sont associées, eh bien évidemment, ou bien ce sont des titres de participation, j'en avais plus que 5% depuis plusieurs ans, j'ai une vue à long terme, et donc c'est exonéré, mais je m'intègre 12%. Et si c'était des dividendes, c'était aussi exonéré, et j'aurais intégré que 5%. Donc vous voyez que pour les titres de participation, ils sont moins bien traités en régime de plus-value qu'en régime de dividende. C'est comme ça. Et si je suis en titre de placement, là évidemment, c'est une plus-value à 33 tiers, et il n'y a pas de difficulté. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, évidemment, avec ce nouveau texte, il a fallu que l'on adapte un petit peu le régime des abattements, et notamment pour faire entrer dans la loi de finances rectificative, comme titre éligible aux abattements de droit commun ou renforcés ou dérogatoires, eh bien, les gains nets qui proviennent des rachats de titres par la société elle-même, puisque cette question a été traitée comme étant des distributions, elle n'était pas indiquée par la même. Et on en a profité dans cette loi rectificative pour donner quelques précisions sur le champ d'application des fameux abattements, pour dire notamment que les bons de souscription d'actions n'ouvrent pas droit aux abattements, ni en droit commun, ni dérogatoire, et pour traiter de manière un peu particulière les titres qui étaient inscrits en PEA, et pour dire que les titres inscrits en PEA, qui dégageaient des résultats de cession en cas de clôture avant 5 ans, on les excluait du régime des abattements. Autrement dit, les plus-values, elles sont imposées sans abattement. Et à l'inverse, on dit qu'en cas de clôture après 5 ans, et seulement en cas de perte, on les excluait de l'abattement. Et ça, c'est positif, il faut traduire ce que je viens de dire. Si je dégage une moins-value en cas de clôture de mon PEA après 5 ans, de 100, on n'applique pas les abattements, ça veut dire que les 100 sont imputables sur un EPL ultérieur. Alors que si on avait appliqué les abattements, on aurait eu un abattement de 50%, et on n'aurait pu utiliser que 50 au lieu de 100, donc on voit bien que là, c'est une affaire plus favorable. Et vous vous souvenez que vous avez vu, au cours du mois d'octobre, une instruction administrative qui est relativement importante sur les plus-values sur valeur mobilière, copieuse, et juste faire quelques rappels là-dessus et montrer les petits problèmes qui peuvent exister, ou du moins les précisions qui sont indispensables. Je rappelle qu'en matière de plus-value sur valeur mobilière, on est dans la progressivité de l'impôt. Et que, deuxièmement, on a des abattements ou de droit commun, ou renforcés, dérogatoires, comme on veut. Les abattements de droit commun, c'est 50% entre 2 ans et 8 ans, et 65 après, et 0 avant 2 ans. Dans les abattements renforcés, c'est 0 entre 0 et 1 an, ensuite entre 1 et 4 ans, 50, 4 et 8, 65, et au-delà du temps, 85. La question qui est posée, et qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est quelles sont les cessions de titres qui ouvrent droit aux abattements renforcés. Vous avez 3 catégories. La première, c'est la cession de titres de PME de moins de 10 ans. Cette formule a été assez mal comprise. Cette formule a été assez mal comprise parce qu'on a considéré, sans doute trop rapidement, qu'il fallait qu'on cède les titres d'une PME moins de 10 ans après l'avoir acquise. Pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Les PME de moins de 10 ans, c'est la cession de titres qu'un cessionnaire effectue parce qu'il a acheté ou souscrit au capital alors que la société était une PME au moment de l'acquisition de moins de 10 ans. C'est très différent. Autrement dit, dans vos cabinets, vous avez un certain nombre de vos clients qui ont créé leur société, qui est à l'IS, évidemment, et qui l'ont créée depuis plus de 8 ans. Et au moment de leur création, c'était une PME, compte tenu des critères que j'ai rappelés tout à l'heure. Eh bien, ces clients savent déjà qu'ils ont un abattement de 85%. Peut-être qu'ils vont les vendre dans 10 ans, leurs titres, peut-être qu'ils vont les vendre. Mais ils ont acquis les titres ou souscrit au capital alors que la PME avait moins de 10 ans. Et c'est ça qui contribue à l'abattement des redevances. Un piège, non? Le piège, c'est qu'il ne faut pas que la société PME de moins de 10 ans ait été résulte
d'une restructuration. Et alors là, vous avez la question qui va vous être posée systématiquement, c'est que bon nombre de sociétés ont été créées par rapport d'entreprise individuelle à une société. Et ça s'appelle une restructuration. Et donc, pour ces cas, vous ne bénéficierez pas de cette qualification de PME. On peut aussi indiquer que les activités, mais je vais aller plus vite, c'est les activités financières et d'assurance qui ne sont pas éligibles à cette qualification de PME de moins de 10 ans. Et donc, pour cela, on sera dans une autre situation. Donc ça, c'était la première remarque que je voulais faire parce qu'elle est utile, me semble-t-il. La deuxième catégorie de cessions en abattement dérogatoire, c'est les cessions au sein du groupe familial. J'attire votre attention sur le fait que le groupe familial, c'est d'abord des cessions à la personne physique du groupe familial et que le cessionnaire ne peut pas créer une URL, par exemple, pour faire acquisition, parce qu'on bénéficiera de ce dispositif. En français, ça veut dire que si le père vend des titres à son fils, eh bien, il peut bénéficier de l'abattement dérogatoire parce que c'est son fils. Mais si le fils crée une URL pour acquérir des titres pour faire comme tout le monde, eh bien, le père ne pourrait pas bénéficier des abattements dérogatoires. Et puis la deuxième condition, c'est que le cessionnaire ne cède pas, lui, les titres dans un délai de 5 ans à une personne hors du périmètre familial. Sinon, on perd l'avantage. Alors, un point d'observation. Dans le passé, ça a toujours existé, ce que je viens de dire. On était à un taux de 19, et si le fils cédait ses titres dans les 5 ans de son acquisition, eh bien, le père perdait l'exonération de 19%. Il était imposable plein pot. Désormais, si le fils cède avant le délai de 5 ans après son acquisition, on perd l'abattement dérogatoire, mais on garde l'abattement de droit commun. Ce qui veut dire que si j'avais obtenu 85% parce que je détenais des titres pendant plus de 8 ans et que j'avais été une PME, ou bien que j'ai cédé au sein du groupe familial, et que si mon fils cède avant 5 ans, ben j'ai 65%. Donc vous voyez que c'est quelquefois des aspects plus favorables que d'autres. Et puis le dernier point, c'est le départ à la retraite. Le départ à la retraite, pour les dirigeants de PME, je passe sur les conditions, elles n'ont pas changé. Et notamment, faites attention au délai de 24 mois, qui est souvent un délai trop long, qui peut quelquefois conduire à des non-respects de ce délai. Plus c'est long, plus c'est risqué. Et donc, faites attention, vous verrez dans une décision du côté de l'abus de droit, pour ceux qui regardent, la mauvaise aventure qui est arrivée à un contribuable qui avait laissé passer le délai de 24 mois, et ça nous coûtait très très cher. Donc, cela dit, le seul avantage du départ à la retraite par rapport au délai de droit commun, c'est les 500 000 € d'abattement. Je prends votre client qui a créé sa PME depuis 10 ans, il sait qu'il a déjà 85% d'abattement dérogatoire. Bah, le seul avantage de ce départ à la retraite, il est significatif, c'est les 500 000 €. Sinon, il est dans la situation identique. Autrement dit, s'il perdait la qualification au départ à la retraite, il perdrait l'exonération des 500 000, mais il aurait les 85. Et tout ça, c'est assez compliqué, mais c'est utile. Alors, dans l'instruction, rapidement, dans l'instruction administrative, on vous donne quelques informations précisément sur le départ à la retraite. Pour vous dire que, pour bénéficier de cet abattement dérogatoire, départ à la retraite, donc 500 000, eh bien, il faut vendre les titres de la société dans laquelle on exerçait les fonctions depuis au moins 5 ans. Autrement dit, si je vends les titres de ma société holding, j'ai dû en être le dirigeant pendant au moins 5 ans avant la cession. Ne pas créer de société holding moins de 5 ans avant la prise de retraite de vos clients, ce serait une erreur. Et la deuxième observation que l'on fait sur la holding dans cette instruction, c'est que les sociétés holding non animatrices ne peuvent en aucune façon permettre, en cas de cession de titres, l'application du régime départ à la retraite. Et dans cette instruction, il y a une confirmation de ce que l'on sait depuis longtemps, c'est la différence de traitement fiscal entre les reports d'imposition et les sursis d'imposition. Je me permets de rappeler cette distinction. Lorsqu'on est en report d'imposition, on détermine la plus-value d'échange. Elle est déterminée dans son assiette et elle est gelée dans son assiette en conséquence. On la porte sur la déclaration d'impôt sur le revenu et on la maintient sur cette déclaration tant que le report ne tombe pas. Et quand il tombe, le report, on l'impose aux conditions d'imposition
des plus-values de même nature. Je traduis. Avant 2000, certains de vos clients ont fait des apports de titres à une société holding. Ils ont toujours les titres de la société holding. Ils ont toujours une plus-value d'1 million d'euros en report d'imposition. Le jour où ils vont céder les titres de la société holding, le report va tomber. Et sur le million d'euros, ils supporteront le taux progressif de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 60,5%. Ils ne l'avaient pas vu venir, si je puis me permettre, lorsqu'ils ont fait le report d'imposition, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'abattement, donc le million d'euros, il a été déterminé, valeur d'apport par rapport à l'acquisition, eh bien, il est gelé définitivement. Et l'instruction administrative le rappelle très bien. Ensuite, le sursis, c'est autre chose. Prenons la même opération, au lieu d'avoir été effectuée en 1999, on l'a fait en 2001. Bien, si j'ai apporté des titres en 2001 avec une plus-value entre guillemets de 1 million, personne ne le sait. Parce qu'elle était en sursis d'imposition, parce qu'elle n'apparaît nulle part. Et donc, quand on va vendre les titres de la société en ligne, on va appliquer le nouveau régime en retenant les abattements pour durée de détention qu'on calculera à partir de la date d'acquisition des titres qui ont été apportés à la société holding en 2001. On voit que c'est le jour et la nuit, et que par conséquent l'assiette va être diminuée d'au moins 65%, peut-être même de 85%. C'est la différence entre le sursis et le report d'imposition. Et le report d'imposition, on dit, ah ben, il n'y en a plus. Ah ben si ça revient, le report d'imposition, vous vous souvenez que, vous savez, que depuis le 13 novembre 2013, lorsqu'on fait un apport de titre à une société que l'on contrôle, et ça c'est ce que vous avez dans vos cabinets, vous êtes dans vos cabinets presque toujours, si ce n'est toujours, dans le régime du report d'imposition, parce qu'on a créé ce régime. On l'a créé pour les questions des apports-cessions. Vous vous souvenez, mais en fait, eh bien, ça s'applique à tout. Vous faites des apports à une société que vous contrôlez, vous n'avez aucune envie que la société holding cède les titres dans les 3 ans, mais qu'importe, vous avez un report d'imposition. Donc elles vont réapparaître. Quand vous allez faire cette opération, il faudra déterminer la plus-value en report d'imposition en appliquant les abattements pour durée de détention, c'est-à-dire qu'on aura en report d'imposition, je veux dire, la plus-value nette imposable au moment de l'apport, en tenant compte de ces durées. Donc on aura sans doute aussi du 65 ou du 85%. Mais ce gel, c'est-à-dire, si j'ai fait de 100 et que j'ai un abattement de 85, j'aurai 15 en report d'imposition, eh bien je sais que le moment venu, quand je céderai les titres de ma société holding, ce sera simplement sur 15 que je paierai l'impôt, et non pas sur les 100 de tout à l'heure. Donc vous voyez la différence entre l'application de ces dispositifs dans le temps, il faut y prendre garde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il est une pratique assez courante aujourd'hui, qui est celle de faire des apports de titres à des sociétés, dans le but de je ne sais quoi d'ailleurs, de créer des sociétés holding, et quelquefois même de bénéficier d'une soulte de 10%. Je rappelle que ces conditions de report ou de sursis ne peuvent s'appliquer que si la soulte est inférieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l'apport. Je me permets de souligner qu'une erreur largement commise, mathématique, bêtement mathématique, consiste à appliquer la soulte à la valeur des apports et non pas à la valeur nette des titres reçus en rémunération. Je m'explique. Vous faites un apport de 3 millions, la soulte de 10%, c'est pas 300 000. Parce que 300 000, c'est plus que 2,7 millions, plus de 10% de 2,7 millions. C'est mathématique, c'est bête comme tout, mais il y en a la moitié, pas la moitié, c'est excessif, au moins 20% qui commettent cette erreur en mathématiques. C'est pas la peine de commencer. Vous avez perdu l'application du report d'imposition ou du sursis parce que la condition posée pour que celui-ci soit applicable n'est pas respectée. Donc il faut faire attention à cette petite question. Certes, il y a des commissaires au rapport qui font très attention à ça, mais je ne suis pas sûr que la fiscalité soit toujours correctement connue. Voilà ce que l'on peut dire, me semble-t-il,
sur les questions de plus-value des particuliers. Et vous avez vu que je suis arrivé aux entreprises.